Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Bonjour, Salaman, Boy, Nagadef, Njaraman, Boto, Ayou, Sawabon, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM et surtout mes amis et frères de la diaspora partout en Afrique. Je vous aime, Walid Bouchnafat de Ifriqiya FM. Bienvenue à 26 minutes sport. 26 minutes sport, le magazine consacré à l'actualité africaine, des pana-africains et l'actualité sportive de notre cher continent pendant la semaine. Salutations et un clin d'œil à tous les amoureux et les pratiquants du sport en Afrique. Avec la difficulté, avec la persévérance, l'Africain arrive à exceller et arrive à être au sommet de tous les sports mondiaux. Alors je vous dis, les Africains, soyez forts, mes frères, et on les battra tous. Au programme aujourd'hui, un multisport africain, du basketball, le handball, beach soccer et bien sûr le sel de notre émission, le football. Je peux pas faire une émission de 26 minutes sport. L'équipe technique, ils sont en train de rigoler. On peut pas faire une équipe de 26 minutes sport sans parler du sport roi en Afrique. Le football, on aime tous le ballon rond et l'Afrique, c'est une terre de foot et de talent. Commençons par Malik Daou et le basketball. Avec nous, il reviendra sur les 3 qualifiés pour la division ouest du basketball qui a été là un événement phare du ballon orange africain. Bonjour à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, Malik Daou. Voilà, juste pour vous dire que les 3 qualifiés de la division ouest de la Road to BAL Elite 16 sont respectivement le Bangui Sporting Club, le FUS Rabat du Maroc et puis le Al Ali Benghazi de Libye. Ces 3 équipes ont donc obtenu leur ticket qui les qualifie directement pour la saison régulière de la Basketball Africa League. Cette saison régulière de la BAL va commencer au mois de mars. Cette année, on aura 3 conférences. Une conférence qu'on a appelée la conférence du Sahara, donc au Sénégal, la conférence du Nil qui sera en Égypte, et puis une nouvelle conférence, la Kalahara conférence, en référence au désert du Kalahara en Afrique du Sud. Donc 3 conférences avec 48 matchs, et la finale, les playoffs, se dérouleront au mois de mai-juin à Kigali, au Rwanda. Voilà, en tout cas, merci à tous ces auditeurs de Ifriqiya FM qui sont de plus en plus nombreux à vous suivre, Walid, et puis bravo pour tout le travail que vous faites. Merci notre ami Malik Daou de ta disponibilité pour Ifriqiya FM et pour toutes les émissions sportives de Ifriqiya FM. Pour rappel, Malik Daou, ancien star international du basketball ivoirien, expert international du basketball mondial et surtout du basket africain. On connaît les poules de la CAN du hand. Vous en doutez, là, on va enchaîner avec le handball. La Coupe d'Afrique du hand qui sera en Égypte et débutera le 13 janvier prochain, le 13 janvier 2024, sera organisée par l'État égyptien, par l'Égypte, pays très cher à nos cœurs, pays pana-africain, pays africain. Il n'y a pas mieux d'avoir que des experts africains qui en connaissent déjà ces Coupes d'Afrique de hand. Pour rappel, les poules qu'on connaît déjà sont la poule A, elle est composée du Cap-Vert, de la République démocratique du Congo, de la Zambie, du Rwanda. Le groupe B, le pays hôte, c'est l'Égypte. Il y aura l'Égypte, la Guinée, le Cameroun et le Congo-Brazzaville. La coupe C, le Maroc, l'Algérie, le Gabon, la Libye. Et la coupe D avec la Tunisie, l'Angola, le Nigeria et le Kenya.
pas mieux d'avoir un expert, un gars qui a connu le handball africain, qui a connu l'Ether, qui est expert international. On aura avec nous monsieur Chouaib Keffi, expert international du handball, ancien entraîneur de la sélection algérienne. Il travaille avec l'équipe locale du Qatar, avec l'ADTN du Qatar. Il connaît très bien le handball africain. Bonjour monsieur Chouaib Keffi, vous êtes avec nous sur Ifriqi FM. Bonjour Walid, le bonjour aussi à nos chers auditeurs de la radio Ifriqi FM. On connaît les poules de la CAN de handball. Un mot sur ces poules-là et comment vous voyez ces poules-là. Permettez-moi avant de parler de ce tirage au sort, de revenir un tout petit peu sur la dernière échéance, la dernière Coupe d'Afrique qui s'est déroulée en 2022, où nous avons enregistré et remarqué, bien sûr, la présence de l'équipe du Cap-Vert, qui a fait un excellent parcours en arrivant jusqu'en finale face à l'Égypte, ainsi que le Maroc, qui a battu la Tunisie concernant la 3e place, et la Guinée, qui s'est inclinée face à l'Algérie par une différence d'un but, pour l'obtention du 5e ticket qualif pour le championnat du monde. Bon, lors de cette échéance, on a remarqué aussi la déception de l'équipe de l'Angola, l'arrivée et la progression réelle de l'équipe de la République démocratique du Congo, qui a battu l'Angola lors de cette échéance, par un score, je pense, de 30-28, si ma mémoire est bonne. Voilà. Pour revenir au tirage au sort, en ce qui concerne les différentes poules, je vois que les choses, bien sûr, arrangent beaucoup plus les équipes des têtes de poule, en l'occurrence Cap-Vert, l'Égypte, la Tunisie et le Maroc, bien sûr. Mais en ce qui concerne la poule C, je vois qu'il va y avoir réellement un combat acharné entre les trois nations, en l'occurrence Maroc, Algérie et Gabon, et même en dernier palier peut-être la Libye pour décrocher deux places qualif pour le prochain tour. Pour la poule B, je vois que la Guinée et le Cameroun ainsi que le Congo vont être une proie facile pour l'équipe de l'Égypte, bien sûr. Pour la poule D, on voit que la Tunisie et l'Angola sont des nations qui vont être favorites pour la qualification au prochain tour. Pour vous, l'expert, l'Afrique a connu, on va dire, un développement énorme au niveau du hand. Comment voyez-vous l'Afrique au reste du monde, vous qui vous avez connu beaucoup de compétitions internationales? Généralement, pour faire une étude comparative, il faut toujours se référer à des données, à des statistiques. Donc, moi, je peux me référer des dernières statistiques enregistrées lors du dernier championnat qui s'est déroulé en Pologne et en Suède. Donc, je peux même prononcer et dire qu'il n'y a que l'Égypte qui a fait une excellente prestation en se classant 7e. Demi-mal, le Cap-Vert qui s'est classé aussi 23e. Le reste, c'était une déception, que ce soit pour la Tunisie, que ce soit pour le Maroc, que ce soit pour l'Algérie. Il suffit de voir leur classement à l'échelle mondiale lors de cette dernière Coupe du Monde. Donc, le Cap-Vert s'est classé 23e, la Tunisie 25e, le Maroc la 30e place et l'Algérie l'avant-dernière place. Donc, il n'y a que le réel qui peut trancher, sachant pertinemment que même le continent asiatique a été représenté par plusieurs nations, mais leurs prestations étaient plus ou moins honorables. En l'occurrence, le classement du Bahreïn, je pense la place 19e, le Qatar 22e. Et donc, pour revenir au classement, je dirais que bien sûr la suprématie revient aux pays européens, aux nations européennes. Et en second palier, il y a bien sûr le continent asiatique. Et en dernier classement, c'est l'Afrique. Bon, les causes, on peut peut-être plus tard discuter sur éventuellement les causes qui ont poussé la petite balle ou bien le handball à régresser d'une manière remarquable dans notre continent. On aura l'occasion, si Dieu le veut, bien sûr.
Dernièrement, on connaît, comme vous dites, une montée du niveau du handball africain en Afrique subsaharienne. Un mot sur cela? On ne peut se prononcer qu'à travers toujours certaines statistiques. C'est vrai, on a constaté lors du dernier championnat d'Afrique la montée de niveau de certains pays. C'est-à-dire, on peut se prononcer sur le Cap-Vert qui a terminé en 2e place, c'est-à-dire c'était le vice-champion d'Afrique. On parlait de la Guinée, on parlait de la République démocratique du Congo. La déception du côté de l'Angola, parce que c'est un pays qui nous a habitués à être parmi les 4 nations ou bien les 5 qui se qualifient au mondial. Et on parle aussi du Gabon, qui vient doucement mais sûrement. Par contre, on a constaté aussi la régression de certaines nations, et plus particulièrement les pays du nord africain. Donc je parle pas du Maroc. Le Maroc aussi a fait une excellente prestation lors de ce dernier championnat d'Afrique. Il s'est classé 3e en battant la Tunisie. Mais on parle de la Tunisie et de l'Algérie. Le reste, donc, il y a rien à dire en ce qui concerne, par exemple, le Nigeria ou bien le Sénégal qui s'est classé 11e, le Cameroun en dernière position. Donc, c'est des nations peut-être qu'on voit de développement. Et le handball chez eux est récent, donc on peut pas les juger ni leur faire un classement par rapport aux autres nations qui pratiquent depuis belle lurette le handball. Selon vous, l'expert, quel est le pays africain qui émerge dans le handball? Bon, je dirais sans hésitation, c'est l'Égypte. Tout simplement, c'est parce que pendant des décennies, on constate que ces pays ou bien cette fédération a mis en place réellement un planning plus que rationnel, où on a enregistré des résultats exceptionnels, que ce soit dans les catégories jeunes ou bien en équipe senior. Donc actuellement ils sont 7e sur le plan international, malgré leur petite déception. Eux-mêmes, ils n'étaient pas contents pour leurs résultats obtenus lors du dernier championnat. Aussi en jeunes, donc on constate qu'ils sont toujours parmi si c'est pas les champions, les vice-champions dans les différentes compétitions continentales ou internationales. Le reste, je dirais que certains pays comme le Cap-Vert, ils m'ont impressionné pourvu que ça dure. Et le reste, je ne suis pas optimiste vis-à-vis leur avenir en connaissance des causes. C'est-à-dire, je suis bien informé pour me prononcer sur l'avenir du handball dans certains pays africains. Je parlais plus exactement pour les pays du nord africain, donc pour bien être précis. Voilà. Bien sûr, je vous laisse le mot de la fin si vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Chouaib Keffi. Mon dernier mot, et en toute modestie, je dirais que le handball est une discipline très complexe qui exige l'utilisation de beaucoup de moyens, et ces moyens doivent être utilisés d'une manière rationnelle qui permette bien sûr l'obtention d'excellents résultats que ce soit à l'avenir proche ou à long terme. Mais il suffit d'être objectif en donnant tous les moyens aux compétences qui permettent réellement le développement de cette discipline. Ces compétences qui se baseront bien sûr sur les tendances nouvelles et les données récentes afin de suivre le niveau international. Et j'espère aussi voir une des nations africaines avec universitaire spécialiste du hand, qui est praticien, qui est chercheur. Merci de votre disponibilité pour Ifriqiya FM et 26 minutes sport. Prenons la direction de Nouakchott, où la terre des Mourabitoun a accueilli un tournoi tri-nation international de beach soccer. Il n'y a pas mieux d'avoir un acteur local de ce sport-là, qui est le football de plage. Avec nous, Monsieur Modou Niang des Toldo. Par rapport à son poste précédent, il était gardien de but, manager général de l'équipe nationale de beach soccer de Mauritanie, qui a vraiment donné pour le beach soccer mauritanien. Notre ami Nasser, bonjour, vous êtes avec nous sur les ondes de Ifriqiya FM. Bonjour Walid, bonjour aux auditeurs d'Ifriqiya FM.
Toldo Nas, manager général de l'équipe nationale de beach soccer de la Mauritanie. La Mauritanie a gagné ses 2 matchs sur un exploit. Parlez-nous de cela sur le beach soccer. Oui, vous avez dit 2 matchs, 3 matchs. On a gagné notre 3e match contre le Maroc. C'est un niveau acceptable. Les équipes se cherchent et sont en train de faire des réglages. C'est un tournoi, mais surtout amical. Donc, les entraîneurs essayent les uns et les autres pour trouver la meilleure équipe possible dans l'avenir. Le niveau est acceptable, ou bien plus qu'acceptable. L'Arabie Saoudite a une excellente équipe qui se retrouve avec une victoire et une défaite. La Mauritanie qui aligne 3 victoires. Le Maroc qui a eu, je pense, 3 défaites. Le niveau est bon. Il y a d'excellents joueurs aussi. En plus, les entraîneurs découvrent des joueurs de leur équipe qui n'avaient pas encore fait jouer. Selon vous, le spécialiste, notre ami Toldo, comment était le niveau et est-ce qu'il y aura-t-il une prochaine édition de beach soccer en Mauritanie? C'est un sport qui vient de naître en Mauritanie. Si je vous dis qu'on n'a pas encore fait une année de beach soccer, vous n'allez pas me croire. C'est le Ramadan passé qu'on a joué notre premier championnat. Après, on a fait une présélection, on est parti faire des tournois, des matchs amicaux à Saint-Louis avec des clubs. Puis, on s'est envolé pour l'Arabie Saoudite. Pour le tournoi arabe, on a terminé quart de finaliste. On était quart de finaliste pour une première participation pour un pays qui vient de commencer son beach soccer. Cette année, on a joué notre championnat national. Après, on a fait encore une présélection pour organiser ce tournoi. C'est un sport qui va se développer. La Fédération mauritanienne de football est en train de mettre les moyens dans ce sport. D'ailleurs, ils ont construit un terrain flambant neuf dans les enceintes, dans l'enceinte ou bien dans les locaux de la fédération. Comme je t'avais dit l'autre fois, il n'y a pas une grande différence. La fossée n'est pas grande. Parce que si on regarde dans la sous-région, il y a le Sénégal, il y a le Maroc. Sinon, tous les autres pays, le niveau est le même. Certains n'ont même pas encore commencé. C'est pour cela qu'on se dit, tenez, commençons avant que ça soit trop tard. En parlant de beach soccer, comment se développe le beach soccer dans notre cher pays des Morabitoun? Pour vous dire, vous parlez de la relation qu'on a avec le Sénégal. Dès que cette commission a été mise en place, on s'est déplacé au Sénégal pour voir le père du beach soccer sénégalais, pour ne pas dire africain, Ibrahima Ndiaye Chita, qu'on a fait venir à Mauritanie, qui a fait 1 mois avec nous. Voilà, qui nous a formés, qui nous a accompagnés. D'ailleurs, il est là, présent à Nouakchott. Il est en train de nous accompagner. Il est présent au tournoi. À chaque fois qu'on a eu un tournoi, on l'invite sur les gradins. Il fait des notes. Après, une fois à l'hôtel ou au terrain, il corrige en parfaite collaboration avec nos entraîneurs. Un dernier mot, s'il te plaît, mon ami Toldo, pour les auditeurs de Ifriqiya FM en Mauritanie, et j'aimerais bien l'avoir en mauritanien. Voilà, je dirais merci à Ifriqiya FM qui est en train de couvrir, je ne dirais pas le beach soccer, mais le football et le sport en général en Afrique et dans le monde. Voilà. Un gros coucou aux amis algériens, un pays que j'aime beaucoup et que j'adore vraiment. Merci, à très bientôt. Espérons que l'Algérie va organiser un tournoi de beach soccer et nous invitera pour jauger le niveau du beach soccer mauritanien. On commence avec mon sport, passons à la vitesse supérieure et passons à la planète football. On va parler football, on va parler des CAF Awards. La CAF, elle a annoncé les listes des nominés pour tous les titres de la CAF Award, et elle a fait des shortlists pour le meilleur espoir, le meilleur entraîneur, la meilleure équipe, le meilleur joueur local et bien sûr le meilleur joueur africain. On a eu Lassana Kamara, expert du football africain, journaliste et très amoureux de toute l'Afrique, qui connaît très très bien l'Afrique. Il est revenu avec nous sur les CAF Awards et les listes des nominés. Les listes sont sorties pour les trophées qui seront décernés à Marrakech pour le meilleur joueur africain, la meilleure équipe de l'année, le meilleur jeune de l'année, le meilleur joueur interclub, le meilleur entraîneur de l'année. Il n'y a pas une grande... Sans parler par ordre alphabétique, on a la Mauritanie, on a la Gambie, on a le Maroc, Sénégal et la Guinée équatoriale. Pour la Mauritanie, c'est une consécration. Ils avaient déjà eu ce titre-là en 2019. Après la première qualification à la CAN, c'est la 3e qualification pour la Mauritanie. Gagner ou pas, c'est un bonus. Cette distinction, être parmi les 5 premières équipes d'Afrique. Pour le meilleur joueur de l'année, ça va se jouer entre Bounou et Riyad Mahrez. Mahrez a
dans un entretien sur France Football, a dit que c'est lui qui devrait être le Ballon d'Or parce qu'il a gagné un triplé cette année, l'international algérien. Et lui-même, il dit que c'est lui le favori numéro 1 pour gagner le Ballon d'Or. Verdict le 11 décembre. Par rapport aux entraîneurs de l'année, on a eu l'entraîneur de l'ISMA d'Alger qui est cité parmi les meilleurs entraîneurs de l'année, plus l'entraîneur de Al Ahly du Caire, l'entraîneur de la Gambie et Aliou Cissé et Walid Regragui. Il n'y aura pas de grande surprise de ce côté-là, mais le suspense entier, c'est le titre de meilleur joueur de l'année. Et ça va se faire le 11 décembre. Pour le football africain, c'est une bonne chose de se retrouver encore, de voir que l'Afrique récompense ses talents, ses meilleurs talents. Merci Lassana Camara de ta disponibilité. Tu es toujours le bienvenu avec nous sur Ifriqiya FM, sur 26 minutes sport aussi. Tu es le bienvenu. Pour rappel, Ifriqiya FM et 26 minutes sport, c'est la tribune des Africains, des Panafricains et de tous les sportifs à travers le monde qui aiment l'Afrique et qui pratiquent le sport pour l'Afrique. Terminons avec le mondial des U17 où le Sénégal s'est qualifié avec l'art et la manière. Les lionceaux de la Teranga ont donné des leçons footballistiques et ont montré la splendeur du football africain et du football sénégalais. Le Burkina Faso n'a pas eu la même chance que le Sénégal. Le manque d'expérience des petits talents, mais le Burkina a beaucoup appris. Le dernier match, ils l'ont gagné contre l'équipe coriace des États-Unis. Ils ont montré une très très belle image. On peut pas, bien sûr, on va avoir avec nous Monsieur Amara Mbodj. Amara Mbodj, bonjour. Un mot sur la qualification du Sénégal. Bonjour Walid. Bonjour aux auditeurs d'Ifriqiya FM. C'est un plaisir de vous retrouver pour reparler de la sélection U17 du Sénégal au Mondial indonésien 2023. Après 2 matchs victorieux contre l'Argentine et la Pologne, le Sénégal devait confirmer devant le Japon aujourd'hui. Malheureusement, entre la gestion du groupe, les blessés, les nombreux avertissements, 5 au total, le coach a dû réaménager son équipe. Et malgré une forte domination, près de 63%, ou 54%, 54 et 63%, le Sénégal a réalisé une contre-performance en s'inclinant devant le Japon 2-0. Mais l'objectif principal, c'était la qualif au 8e de finale. Seulement, nous avons perdu le bonus du terrain parce que si on avait gagné, on allait rester sur Bandung. Et là, avec cette défaite, on attend de connaître notre adversaire demain soir. Après le match France-États-Unis, le second de ce groupe va croiser le Sénégal, mais ce sera à Jakarta. Donc, c'est un voyage de près de 3 heures par la route qui nous attend à partir de demain matin pour affronter notre adversaire des 8e de finale. Pour rappel, M. Amara Mbodj est responsable média des U17 du Sénégal. C'est un habitué de Ifriqiya FM, un amoureux, toujours avec nous. On te remercie. Et aussi, on va avoir nous en direct de Ouagadougou, M. Jacques Balima, journaliste burkinabé. Bonjour Jacques, on aimerait bien avoir votre avis sur la participation des étalons, des petits étalons du Burkina à cette Coupe du Monde U17 qui se passe actuellement en Indonésie. Ouais, bonjour Walid, bonjour aux auditeurs de la radio Ifriqiya FM. Alors, il faut dire qu'effectivement, la participation des étalons U17 à la Coupe du Monde de la catégorie est pratiquement en train de tirer vers sa fin parce que en 2 sorties, les étalons ont malheureusement fait 2 défaites. Alors, qu'est-ce qui se dégage évidemment, c'est que l'attaque burkinabé a été très fébrile durant les 2 sorties, notamment face à la France et aux États-Unis. Alors, quand on fait le ratio but encaissé, but marqué, on se rend compte que les étalons ont encaissé 5 buts et ils n'ont pu inscrire qu'un seul.
alors que cette défense qui a été très prolixe lors des matchs de préparation de cette compétition est restée très amorphe, très fébrile devant les défenses françaises et américaines. Il faut peut-être dire que cela s'explique par le manque d'expérience, alors que l'expérience acquiert avec la compétition, que peut-être malheureusement le groupe de Brahma Traoré n'a pas eu durant tout le temps. C'est vrai que lors du regroupement, le groupe a livré des matchs amicaux pour la préparation, mais très souvent ces matchs ne sont pas très suffisants pour permettre au groupe et à l'équipe d'avoir les automatismes nécessaires, d'avoir la confiance en soi et pour faire face à des grandes nations de football. Donc malheureusement, on a péché par manque d'expérience. L'équipe a péché par manque d'expérience. Et quand on voit le comportement de la défense aussi a été quelque peu timorée, a été quelque peu dominée par les adversaires. Et quand on observe aussi les buts, de la manière dont les buts ont été inscrits, il faut dire que ça part toujours d'une belle combinaison pour être, et sans que effectivement les défenseurs burkinabés ne parviennent à endiguer les dangers, et ça se concrétise toujours pas des buts. Donc c'est véritablement le manque d'expérience qui a beaucoup joué en défaveur de l'équipe nationale du Burkina. Mais en gros, il y a quelque chose de positif qui se dégage parce que on se rend compte que le Burkina dispose d'un groupe de joueurs qui ont du talent et que ces joueurs-là, ce sont des joueurs sur lesquels le pays, le Burkina Faso, peut compter pour le devenir de son football, pour le futur de son football. Le défi qui va maintenant se présenter aux dirigeants sera de pouvoir garder ce groupe-là, le bonifier, lui donner toutes les occasions nécessaires d'acquérir de l'expérience, d'acquérir de la confiance en soi à travers des compétitions. Et c'est cela qui va permettre évidemment à l'équipe nationale du Burkina, au football burkinabé, de briller dans les années à venir au niveau du continent et même au-delà du continent. Parce que quand on regarde aujourd'hui, on se rend compte que le football se prépare dès la base. Et ce n'est pas la génération de Yaya Touré et en Côte d'Ivoire qui dira le contraire, parce que eux qui ont été formés depuis l'académie de l'ASEC Mimosa et qui ont eu les rudiments nécessaires, qui ont eu l'expérience en jouant dans des grands clubs européens, ce qui leur a permis évidemment de remporter la CAN. Je crois que avec ces jeunes talentueux qui se sont montrés, qui ont prouvé au monde qu'ils ont évidemment du talent, on peut véritablement compter sur eux pour le futur du football burkinabé. Mais pour revenir à la Coupe du Monde, ce n'est pas encore terminé parce que le miracle n'est pas exclu et que nous pouvons, pour sauver l'honneur, au moins battre la Corée et espérer une contre-performance de la France ou des États-Unis, surtout de la France, pour pouvoir espérer évidemment et arracher notre ticket, ne serait-ce qu'être le meilleur troisième pour pouvoir continuer dans cette compétition. Et je suis sûr que si ce scénario se produit, il faudra maintenant attendre l'équipe nationale et en demi-finale ou en finale de cette compétition, parce que les enfants auront maintenant une confiance en eux, auront maintenant de l'expérience, sauront qu'il faut véritablement aller chercher aller puiser dans ces dernières ressources, l'énergie nécessaire pour évidemment défendre les couleurs nationales, hisser haut le drapeau du Burkina à cette compétition. Et je crois qu'ils sont conscients de cette mission, ainsi que le staff, et ils vont y travailler. Merci Jacques aussi, Balima, notre ami, notre auditeur, notre frère qui est toujours avec nous, toujours disponible pour nous. On te remercie. On arrive à la fin de l'émission. J'aimerais bien conclure, comme j'aime bien conclure, avec des langues africaines. L'Afrique, elle est très chère à mon cœur. Cette fois-ci, j'ai choisi de terminer mon émission. Excusez-moi, on va dire, s'il y a des erreurs, avec une langue très chère à moi, le Zoulou. Je vais terminer l'émission avec un mot en Zoulou pour tous nos auditeurs en Afrique qui parlent le Zoulou. Na Yugo Bonga Kubalali, banque de Ifriqiya FM in Africa, Nigiantanaga Bat Fatunu,
Bass Africa. Je vous aime et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport, l'émission de l'actualité sportive africaine.